Vous avez sûrement déjà remarqué un truc assez fou à la salle, non? Vous savez, ce moment où vous voyez quelqu'un d'assez fin, sans une masse musculaire énorme, soulever des charges absolument hallucinantes. Et juste à côté, un individu beaucoup plus massif qui, galère totalement sur le même exercice. C'est dingue quand on y pense. Alors bienvenue dans cette nouvelle analyse où on va décortiquer exactement ça. Les fameux facteurs nerveux qui conditionnent l'expression de la force. Parce que oui, la force, c'est pas juste une question de gros muscles, c'est surtout et avant tout une histoire de câblage neurologique. Bon, voilà comment on va procéder aujourd'hui. On va commencer par une petite introduction sur ces facteurs nerveux. Ensuite, on parlera de la dynamique des unités motrices, de la coordination et d'un truc super intéressant, l'inhibition protectrice. On remontera ensuite jusqu'au cerveau avec le contrôle du cortex moteur. On verra ce qui change vraiment quand on s'entraîne et on finira par une petite synthèse. Allez, c'est parti. Section 1, l'introduction aux facteurs nerveux. Donc reprenons notre exemple de tout à l'heure parce qu'il illustre parfaitement le problème. Imaginez deux personnes, disons l'individu A et l'individu B, ils ont très exactement la même masse musculaire au gramme près. Pourtant, l'individu A développe une certaine force X et le B développe une force Y qui est bien supérieure. Comment c'est possible physiologiquement? Eh bien, la réponse se cache tout simplement dans le système nerveux. Pour faire simple, imaginez que le muscle, c'est le moteur de votre voiture, le système nerveux, lui, c'est l'ordinateur de bord. C'est lui qui va décider de la puissance qui est réellement envoyée aux roues. C'est vraiment le chef d'orchestre qui gère la production et la coordination de votre force. Ça nous amène à la section 2, la dynamique des unités motrices. En fait, pour comprendre comment cet ordinateur de bord communique avec vos muscles, il faut qu'on parle de l'unité motrice. C'est quoi au juste? C'est tout bête, c'est un neurone moteur, qu'on appelle motoneurone, qui est relié à un groupe de fibres musculaires. Quand vous faites un effort tout léger, genre ramasser un stylo, votre système nerveux ne recrute que des toutes petites unités motrices. Elles sont super endurantes, mais niveau puissance, c'est pas trop ça. Par contre, si vous essayez de soulever une charge très lourde, là, la demande explose. Et le système nerveux va faire appel, progressivement, à des unités motrices de plus en plus grosses. C'est ce qu'on appelle le principe de taille de Henneman. Et vous savez ce qui est vraiment fascinant? Chez quelqu'un qui ne s'entraîne pas, une énorme partie de ce potentiel reste complètement endormie. S'entraîner en force, c'est apprendre à votre cerveau à déverrouiller l'accès à ces unités surpuissantes. C'est comme ça qu'on décuple sa force sans forcément prendre un seul gramme de muscle. Mais attendez, le système nerveux ne fait pas que jouer sur le nombre d'interrupteurs qu'il allume, il gère aussi la cadence. Et là, on regarde la fréquence de décharge. En gros, plus le motoneurone envoie ses signaux électriques rapidement, plus les petites contractions individuelles du muscle vont s'additionner. La tension grimpe, jusqu'à atteindre un état de tétanos complet. Alors rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec la maladie, c'est juste le terme scientifique pour parler d'une contraction musculaire maximale et continue. C'est le fameux codage en fréquence. Pour résumer, envoyer un signal au muscle, c'est bien, mais le mitrailler à une vitesse folle, c'est ça qui génère un vrai pic de tension et maximise votre force. On passe à la section 3, la coordination et l'inhibition protectrice. Un autre truc assez incroyable du système nerveux, c'est la synchronisation. En temps normal, pour qu'un mouvement soit bien fluide, vos unités motrices travaillent en décalé, en asynchrone. Il y en a qui bossent pendant que d'autres se reposent et prennent le relais. Mais lors d'un effort super explosif comme un gros sprint ou un saut maximal, le système nerveux change complètement de tactique. Il va forcer une multitude d'unités motrices à s'activer très exactement en même temps. Bam! Ça agit comme un véritable coup de fouet neuromusculaire et ça booste massivement votre production instantanée de force. Bien sûr, dans la vraie vie, un muscle ne travaille jamais tout seul dans son coin. C'est là qu'intervient la fameuse coordination intermusculaire. Prenez un squat bien lourd, par exemple. Pour réussir ce mouvement complexe, le cerveau doit être un chef d'orchestre d'une précision absolue. Il doit activer les quadriceps et les fessiers à la milliseconde près, engager les ischio-jambiers pour stabiliser vos genoux et verrouiller tous les muscles de votre tronc pour gainer l'ensemble. Et en même temps, il doit dire aux muscles opposés de se relâcher pour ne pas freiner le mouvement. Cet apprentissage moteur, ce timing ultra précis entre contraction et relâchement, c'est littéralement la clé. C'est exactement pour ça qu'on devient très fort sur les mouvements qu'on répète tout le temps. Le cerveau optimise et affine cette chorégraphie musculaire. Bon, parlons maintenant d'un système souvent ignoré, le frein d'urgence de votre corps. Il faut bien comprendre que votre système nerveux, son but premier, c'est d'assurer votre survie, pas de vous faire battre des records à la salle. Du coup, il est équipé de capteurs de sécurité très sensibles. On les appelle les organes tendineux de Golgi. Ils sont placés juste entre vos muscles et vos tendons. Si ces capteurs détectent une tension extrême qu'ils jugent dangereuse pour votre anatomie, paf, ils déclenchent l'inhibition autogène. Un signal d'urgence part et le muscle est forcé de se relâcher d'un coup. C'est un vrai disjoncteur. Mais le truc fou, c'est qu'avec un entraînement lourd et régulier, vous apprenez à votre cerveau que cette haute tension n'est pas mortelle. Il va alors reculer ce seuil d'alerte.
On lève littéralement le pied de notre propre frein interne, ce qui permet au corps d'utiliser enfin toute la force dont il était déjà capable. Ok, section 4, on remonte tout en haut avec le contrôle du cortex moteur. Et oui, toute cette incroyable mécanique vient du sommet de la pyramide, votre cerveau. La production de force avant toute chose, c'est un acte d'intention volontaire. C'est votre cortex moteur qui crée l'ordre initial et l'envoie via la moelle épinière jusqu'aux fibres musculaires. Et cette intention mentale de produire un effort maximal, même si la charge bouge super lentement, c'est absolument crucial pour l'activation nerveuse. Votre état psychologique, votre niveau de concentration extrême, une bonne dose de motivation, d'adrénaline, tout ça modifie directement et physiquement la puissance de vos signaux électriques. En plus, le fait de répéter le mouvement mentalement et physiquement, ça sculpte littéralement vos circuits nerveux pour les rendre plus rapides et efficaces. Bref, la force mentale et la force physique, c'est pas juste une belle image, c'est physiologiquement indissociable. Section 5, les adaptations nerveuses liées à l'entraînement. Alors, si vous regardez la courbe de progression de quelqu'un qui débute en renforcement musculaire, vous verrez que ses gains de force dans les premières semaines sont hyper rapides, presque spectaculaires. Mais si on mesurait le volume de ses muscles, on verrait qu'ils n'ont presque pas bougé. Pourquoi ? C'est le résultat direct de tout ce qu'on vient de voir. Le système nerveux central devient soudainement super efficace. Il apprend à recruter plus d'unités motrices puissantes, il augmente sa fréquence de décharge de façon incroyable, la coordination entre les muscles devient super fluide et les fameux freins protecteurs sautent petit à petit. L'individu devient beaucoup plus fort juste parce qu'il a optimisé son système nerveux. La prise de masse, la fameuse hypertrophie, ça n'arrivera que bien plus tard, comme une sorte de bonus secondaire. Et enfin, section 6, notre synthèse globale. Et bien voilà, on arrive au bout de notre exploration sur l'expression de la force. S'il y a un seul truc, une seule notion que vous devez retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. Le muscle, c'est votre potentiel mécanique, ce sont les chevaux sous le capot. Mais le système nerveux, c'est bel et bien le pilote. C'est lui qui détient la clé et qui décide de la proportion de ce potentiel que vous allez vraiment mobiliser à l'instant T. Du recrutement des fibres à la fréquence de décharge, en passant par la synchronisation et le cortex moteur, chaque gros effort est d'abord une intense conversation neurologique. Comprendre ces mécanismes, c'est voir la performance humaine sous un angle complètement différent. Alors, la prochaine fois que vous coincez sous une charge qui semble impossible à déplacer, posez-vous la question, est-ce que c'est véritablement votre fibre musculaire qui a échoué par manque de taille, ou est-ce que c'est simplement votre cerveau qui a refusé d'envoyer le bon signal ?